Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Emmanuel Kouzou-Moami, analyste économique et politique. Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Kerwin Maïzo, analyste politique. Et on passe tout de suite au grand angle. Au Ghana, le projet de loi de finances 2019 a été soumis au Parlement. Budget sans le contrôle du Fonds monétaire international, l'institution qui, il y a 3 ans, et en soutien l'économie ghanéenne, s'est engagée dans un programme triennal. C'était sous l'administration John Dramani Mahama. Cet appui ligne rejeté par son successeur, le chef de l'État Nana Akufo-Addo, qui, depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017, a manifesté son intention de sortir dans les plus brefs délais du plan de sauvetage du FMI. Pour le président, l'État ghanéen peut se passer de l'aide de l'institution. Explication, Mathilda Diaby. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président ghanéen Nana Akufo-Addo, la loi de finances déposée au Parlement s'est affranchie de la tutelle du Fonds monétaire international. Alors que le programme triennal signé entre l'institution financière et l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, arrive à son terme en décembre 2018, Akufo-Addo a fait de la souveraineté de l'économie ghanéenne une de ses priorités. Même si nous sortons du programme, nous mettrons en place des mesures pour faire en sorte de ne pas revenir sur les progrès macroéconomiques réalisés. Plusieurs mesures visant à promouvoir la crédibilité et la viabilité du budget seront adoptées, dont par exemple une règle limitant le déficit budgétaire à 5% maximum du produit intérieur brut. À condition de l'octroi d'une assistance financière de 918 millions de dollars, le Fonds monétaire international a imposé la mise en place d'une série de mesures visant à limiter les dépenses budgétaires et à maintenir le déficit public. Le Ghana aujourd'hui n'affiche aucun problème particulier en termes donc de programme d'ajustement, en termes donc d'aide au développement. Le Ghana a compris la nécessité d'aller vers le développement. Quand vous avez ces atouts, il n'y a pas de quoi ce que des systèmes comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale vous fassent la cour, contrairement donc aux autres pays. Désormais, le gouvernement ghanéen souhaite booster la croissance, notamment en investissant dans les infrastructures. Il entend également optimiser les ressources fiscales et les ressources tirées de l'exploitation pétrolière. Emmanuel Kouzou-Moami, est-ce que le Ghana peut véritablement, est-ce que ce pays est en mesure de se passer du programme du FMI? Le Ghana peut, et même je dirais devrait, depuis un moment. Et Nana Akufo a peut-être une vertu que je lui reconnais moi personnellement, c'est la recherche d'une souveraineté économique. C'est compliqué, c'est difficile, mais il faut au moins le vouloir. Ensuite, politiquement, voir s'il peut y arriver. Le Ghana a des ressources naturelles. Il y a le pétrole, il y a aussi le cacao, il y a encore, je pense qu'ils ont encore de l'or, ils ont encore d'autres minerais. Le Ghana a des potentiels pour pouvoir développer son économie sans forcément demander au FMI. Il y a un autre élément qui me paraît important pour ce qui est de la souveraineté économique des États, africains j'entends, c'est à un moment donné dire il faut grandir, ne pas être sous tutelle toute sa vie. Et quand on a la capacité, comme le Ghana c'est en Afrique occidentale, après le Nigeria, une grande puissance économique locale. Donc cette puissance économique, elle s'est construite sur, c'est vrai, les ressources naturelles, le pétrole notamment, l'or et le cacao, qui est le deuxième producteur après la Côte d'Ivoire, mais en même temps, il s'est construit sur une démocratie mûre. C'est le pays qui connaît vraiment une alternance depuis le temps de Jerry Rawlings, quand il a fini son deuxième coup d'État, enfin il n'est pas revenu pour le troisième. Donc au moins depuis ce moment-là, on est dans une alternance politique et une démocratie active et mûre. Donc le pays aujourd'hui n'a pas de risque, par exemple, de stabilisation politique, ce qui est déjà une bonne chose. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas un risque là pour le Ghana de plus d'endettement sur les marchés? Non, alors absolument pas. Le Ghana a des réserves. Après, c'est une question de gestion publique jusque-là. Aujourd'hui, si le pays peut vivre avec un déficit budgétaire de 5 à 6% de son PIB, c'est acceptable. Naturellement, s'il passait à un taux d'endettement de 150% plus que la Grèce et qu'il avait besoin éventuellement d'autres supports financiers extérieurs, pas seulement au FMI, ça peut être aussi des emprunts bilatéraux avec d'autres pays, la France, les États-Unis, pourquoi pas, le pays peut tenir. Ce qui est important et ce que je comprends dans la politique de Nana Akufo aujourd'hui, c'est de dire, avec les moyens que nous avons, avec des ressources que nous avons, gérons mieux pour nous passer de l'aide extérieure. Sur ce point, il a raison. Kerwin Maïzo.
Un atout du Ghana qu'il faut signaler, une population jeune, généralement bien formée, et une classe moyenne émergente, et puis une diaspora qui revient, qui investit. Donc l'économie ghanéenne aussi repose en partie sur l'initiative privée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria excepté. Donc, c'est déjà un atout. Je pense que si on suit le discours du président Nana Akufo, bien que des fois sur le plan économique ou politique, je le trouve un peu iconoclaste, mais il faut des fois oser. Si l'on suit bien son discours, c'est comme quelqu'un qui dit, bon là, j'ai été malade, je suis guéri, je prendrai des précautions pour ne plus retomber malade. Donc on ne peut pas les lui reprocher. Maintenant, il faut juste qu'il travaille. Ils ont des atouts. On a découvert du pétrole en quantité suffisante, mais bon, il faut juste que l'économie reste diversifiée. Sinon, il va tomber dans des travers tels que l'Angola et le Nigeria où toute l'économie est basée sur un produit et ça, c'est quand même assez dangereux. Donc, enfin bref, c'est un pays qui a des atouts, qui est bien situé, qui, s'il travaille bien, peut tenir cet objectif. Alors, oui, Emmanuel Dupuis. Alors, ceci dit, quand même, le Ghana aurait pu quand même bénéficier du soutien technique du FMI sans forcément recourir à l'emprunt. Je pense qu'il faut analyser ça de manière plus structurelle. La remise en cause du FMI est à peu près répartie sur le continent africain. D'ailleurs, il y a cette réflexion en Égypte. L'Égypte s'est passée des 2 milliards d'euros que le FMI lui proposait. Pour une autre raison, c'est que l'Arabie Saoudite lui en proposait 5 fois plus. Mais c'est accessoire. Non, l'exemple de la Tunisie est plus marquant. Oui. La Tunisie s'est retrouvée depuis 10 ans avec une dose de cheval administré par le FMI à travers l'accord de libre-échange complet et approfondi, avec là aussi des choses qui ont plombé son économie, la réduction de sa masse salariale, les difficultés, l'abolition des droits de douane, la mobilisation, la libéralisation, pardon, pour accueillir des investissements directs étrangers. Bref, ce que je veux dire, c'est que le Ghana je pense, est en train de sortir de ce qu'on appelle le syndrome néerlandais, ce que vous évoquez, le fait qu'il y ait effectivement une économie mono-centrée sur un produit. Paradoxalement, la redécouverte de gisements pétroliers est la meilleure arme pour le Ghana. Pour une raison simple, c'est que le prix du pétrole n'est pas en train de monter, il est en train de baisser. Donc la question, c'est maintenant de trouver de la diversification énergétique, pas seulement dans le Golfe, mais le Golfe de Guinée devient un pays, ou devient une zone, pardon, et donc des pays qui sont potentiellement économiquement investissables. Et donc ça, c'est un des aspects qui me semble avoir guidé la position du président. Il y a une autre réalité, c'est que le FMI est concurrencé par d'autres banques d'investissement. La Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, qui, comme son nom l'indique, fait des investissements structurels et moins conjoncturels. Vous vous souvenez que dans les années 90, le FMI avait la doxa de l'ajustement structurel ou de l'ajustement structurel augmenté, avec des taux très bas de prêt, 0,5%. C'était d'ailleurs, l'investissement sur le continent africain était considérable, 15% de la somme qu'elle investissait était pour le continent africain. 20 ans plus tard, un certain nombre de pays n'en sont pas sortis. Donc il y a aussi cette réflexion de voir s'il n'y a pas un autre modèle de développement économique. Et de ce point de vue-là, d'autres parrains sont peut-être une des raisons pour lesquelles on peut se passer du FMI maintenant. Et l'exemple du Congo-Brazza est une raison supplémentaire pour se passer du FMI, où le Congo-Brazzaville est hyper humilié par le FMI. Bon, je sais qu'il y a des comptes qui ont été appliqués, qui refusent de payer, mais bon, ça fait réfléchir d'autres pays quand même. Oui, mais les pays africains quand même, ce que venez de dire Emmanuel Dupuis, ont la mémoire des programmes d'ajustement structurel que nous avons connus dans les années 80, qui ont laissé les pays complètement... vraiment exsangues, quoi. Des économies qui sont complètement détruites. Alors, bien sûr, on peut toujours dire que la puissance publique n'a pas la capacité à gérer les entreprises publiques, donc il faut les privatiser. Mais quand vous avez dans le pays des capacités d'investissement qui sont ridicules, bien sûr, les repreneurs sont des étrangers. Et donc, en fait, vous passez votre économie entre les mains des étrangers qui, de toute façon, ne viennent que chercher des bénéfices et pas forcément la construire le développement de votre pays. C'est ce qui est arrivé en Afrique dans les années 80 et début 90. Aujourd'hui, il y a un atout que le Ghana, il y a même
trois atouts majeurs pour moi. La première, pour moi, c'est vraiment la stabilité politique. C'est important de construire un développement sur la stabilité. Comme vous n'avez pas la stabilité, vous avez les guerres à répétition et le pays est déjà placé dans la zone où il y a eu beaucoup de turbulences ces dernières années. Donc le Ghana se porte bien de ce côté-là. Deuxième élément, c'est la jeunesse. Pas seulement la jeunesse, mais la jeunesse instruite. Le Ghana est l'un des pays de l'Afrique occidentale où le taux d'éducation est le plus élevé, dans tous les niveaux, de primaire, secondaire et supérieur. Donc le taux d'éducation des Ghanéens, aujourd'hui, garantit une capacité des jeunes générations à prendre en charge l'économie de leur pays par la création de nouvelles activités industrielles. Ça, c'est l'avantage de la population. Troisième avantage, c'est l'économie, en tout cas les piliers du développement, ils en ont. Ils ont l'électricité. Aujourd'hui, c'est le pays qui a le taux de distribution d'électricité le plus élevé de l'Afrique occidentale. Bien avant tout le monde. À part le Cap-Vert, mais le Cap-Vert, ça compte pas. Enfin, ça compte pas parce que c'est un petit pays par rapport au grand pays de plus de 2 millions d'habitants. Et cette capacité de gérer, de distribuer, de produire, transporter, distribuer l'électricité, c'est un atout économique important. Et derrière, vous avez les infrastructures. Le Ghana, c'est le pays qui a la densité de routes la plus élevée de la région. Donc le pays a les moyens de pouvoir rebondir. Après, ce qu'on a dit à propos de la, disons de la multipolarité de l'économie ghanéenne, sur le pétrole, sur les mines, sur l'agriculture, il a des ressources pour pouvoir rebondir. Le vrai problème que nous avons, comme dans beaucoup de pays africains, c'est la capacité de gestion sans corruption. Ça, c'est compliqué. Emmanuel. Oui, et puis alors, j'ajoute un quatrième élément qui font du Ghana une place forte, c'est effectivement le leadership politique. Au-delà de la dimension démocratique, l'image du président. Et d'ailleurs, symboliquement, quand le président Emmanuel Macron s'est rendu à ses côtés, on avait une sorte de comparaison où le président français était un petit peu brouillon dans la manière dont il souhaitait réengager des relations avec le Ghana, et le président Nana Akufo-Addo a été synthétique, brillant en rappelant une réalité. C'est que l'éducation est la clé et la mère de tous les combats, et c'est la raison pour laquelle les investissements se font en priorité dans ce secteur-là. Peut-être qu'il faut rappeler qu'il y a une sorte d'injustice qui fait que une des raisons pour lesquelles les pays africains ont dû subir la dose administrée par le FMI de manière un petit peu brutale dans les années 80, c'est qu'il y a une absence de développement endogène, une absence de pensée économique africaine, une pensée scientifique. Pour 1 million d'habitants, il n'y a que 30 scientifiques, alors qu'en Europe, c'est 4000. Donc il y a aussi un investissement à faire pour éviter de devoir penser son développement à travers des cabinets de conseil qui vous ramènent automatiquement vers les institutions de Bretton Woods. Ah ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Alors on arrive malheureusement au terme de cette émission. Emmanuel Dupuy, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Kerwin Maïzo, je rappelle que vous êtes analyste politique. Emmanuel Kozumwami, analyste économique et politique. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour débattre de tous ces sujets. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée.